Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Content de vous retrouver. 5e numéro de notre série d'entretiens, Aime l'entretien, qui nous mène comme ça jusqu'à l'élection présidentielle. Les gens qui nous regardent le savent, commencent à le savoir. Savez-vous, Marine, que le gouvernement est engagé, depuis quelques jours, dans un combat essentiel pour nous tous, pour tous les Français? Non, mais vous allez me le dire. Ce combat consiste à sauver Noël. On l'entend de la bouche de tous les ministres, de tous les membres du gouvernement, depuis quelques jours. C'est un élément de langage. Sauver Noël. Ça nous rappelle finalement furieusement l'année dernière, alors qu'aujourd'hui, la différence, c'est que les adultes français sont vaccinés à 90%. C'est un argument récurrent qui participe de la volonté du gouvernement de créer une situation qui soit une situation anxiogène. Je pense vraiment que le gouvernement pense, c'est peut-être vrai d'ailleurs, tirer bénéfice de l'inquiétude extrême qu'il diffuse au sein de la population. Parce que enfin, et vous l'avez rappelé d'ailleurs, on a le sentiment qu'après nous avoir vendu la vaccination de tous qui devait nous rendre une vie normale, eh bien maintenant que tout le monde est vacciné, non seulement nous n'avons pas encore une vie normale, et pour cause, puisque nous sommes soumis à un pass sanitaire dont je répète et je répéterai qu'il est inefficace, ce sont les faits qui le démontrent, mais de surcroît, ils menacent, ils font du chantage. C'est toujours ce chantage diffus, on va vous enfermer à nouveau, c'est pour éviter un nouveau confinement, il faut qu'on sauve les fêtes de Noël, parce que sinon il n'y aura pas de Noël. Tout ça finit vraiment par être profondément gênant et, à mon sens, totalement indigne. Et ça devient d'autant plus grave quand ils font entrer les enfants dans la danse. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas de créer une inquiétude chez les majeurs, sachant que les jeunes majeurs, notamment les étudiants, ont eu des conséquences assez lourdes psychologiquement de toute cette période. Maintenant, ils veulent à tout prix vacciner les 5-11 ans. Selon un argument qui évidemment est parfaitement indéfendable, je considère, puisque les enfants n'ont quasiment aucun risque, à part les enfants, bien sûr, qui ont peut-être une situation particulière, qui ont une maladie chronique comme l'asthme, qui peut les rendre, bien sûr, qui ont une certaine fragilité. Il n'y a absolument aucune raison de faire prendre le moindre risque en vaccinant des enfants de 5-11 ans dont nous savons pertinemment qu'ils n'ont quasiment aucune chance de développer une forme grave. Et peut-être d'autant moins qu'on est confronté à un nouveau variant, mais qui, selon l'OMS, selon l'Australie dont il provient, est plus contagieux, mais en réalité est moins dangereux. Et pour mener cette opération de sauvetage de Noël, on a donc eu Jean Castex, Premier ministre, Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, qui nous ont gratifié d'une énième conférence de presse dont ils ont le secret, il faut bien l'admettre. Résultat, donc, pour sauver Noël, on va revenir tout à l'heure au pass sanitaire, c'est important. On va revenir à la vaccination aussi pour les enfants. Mais les deux mesures, finalement, principales annoncées hier, en tout cas clairement, explicitement annoncées, sont la fermeture des discothèques pour 4 semaines, à compter de jeudi soir, et le masque pour les enfants en primaire dans les cours de récréation. Alors le masque pour les enfants, moi, je vous dis franchement, je trouve ça inhumain. À l'extérieur donc, hein. Déjà laisser les enfants avec le masque toute la journée. Il y a beaucoup d'adultes qui ont énormément de mal à le supporter, on imagine pour les enfants. Mais les obliger à avoir un masque en extérieur dont nous savons pertinemment qu'il ne sert pour le coup strictement à rien, c'est vraiment mettre en œuvre une forme de, je trouve, de maltraitance à l'égard de nos enfants. Mais ça prépare la vaccination, en fait. C'est ça l'idée, c'est que ce sont eux qui sont coupables, ce sont eux en réalité qui transmettent le virus, ce sont eux qui créent des clusters. C'est vraiment très malsain cette relation que Emmanuel Macron a imposée à la population française. Et moi, je dis aux gens, ne perdez pas votre libre arbitre, ne perdez pas votre liberté de penser, d'analyser. Et surtout, je vous en supplie, perdez pas votre bon sens. Prenez les informations qui sont à votre disposition et ne perdez pas votre bon sens. Quant aux boîtes de nuit, c'est terrifiant pour ce milieu festif de la nuit qui a fermé durant des mois et des mois. 18 mois. Qui arrive à ouvrir à nouveau et que l'on force à refermer.
C'est effrayant parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes de nuit qui seront susceptibles de survivre à cette mesure. C'est vrai. Alors donc on impose aux élèves de primaire de porter le masque en cours de récréation désormais. On parle de vaccination pour les enfants de 5-11 ans fragiles dès le 15 décembre. On parle d'une vaccination sur la base du volontariat dans les semaines qui viendront, toujours pour les 5-11 ans, c'est-à-dire qu'on se dirige doucement mais sûrement, finalement, vers une espèce de vaccination obligatoire. Il y a quelque chose de gênant, et vous l'avez dit à l'instant, c'est que le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a reconnu ce matin, lui-même, dans une formule d'ailleurs très alambiquée, il a reconnu un ralentissement de l'épidémie. Alors, il n'est pas question de verser dans le complotisme, mais ça interroge quand même. Ça interroge parce que, encore une fois, qu'est-ce qu'on comprend, nous tous, Français? C'est qu'en réalité, ce virus va être présent maintenant, régulièrement, chaque année, et qu'il faut en sortir. Voilà. Et que le gouvernement devrait réfléchir à comment est-ce qu'on en sort. Donc, comment est-ce qu'on en sort? On en sort en disant la vérité aux gens sur la circulation du virus. On en sort en leur faisant confiance, c'est-à-dire que chacun est capable de comprendre que quand il y a une forte circulation du virus, mieux vaut mettre un masque quand on est dans des endroits avec énormément de monde, mais qu'il n'est pas utile de les mettre à l'extérieur. On en sort en investissant massivement dans un médicament, pas un médicament pour les cas graves, un médicament, un antiviral à prendre immédiatement quand on a les premiers symptômes pour éviter la duplication du virus et transformer en réalité le Covid en une affection respiratoire bénigne. Et on en sort éventuellement en détectant les clusters à l'avance avec l'analyse des eaux usées, en mettant des purificateurs d'air dans les classes, ce qui éviterait aux enfants d'être obligés de porter des masques. Et rien de tout cela a été fait. Donc la seule et unique obsession, c'est le vaccin, le vaccin, le vaccin. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas s'étonner qu'un certain nombre de Français finissent par se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a une telle obsession de la part du gouvernement pour un vaccin dont il est démontré que, je le rappelle, il n'empêche pas la circulation du virus, il n'empêche pas de le transmettre, il n'empêche pas de l'attraper. Il empêche en partie seulement, et en partie seulement, les formes graves. C'est incontestablement un bénéfice, mais c'est un bénéfice personnel. Il n'y a pas de bénéfice collectif. L'immunité collective qu'on nous avait vendue, manifestement, n'existe pas. À 60% de la vaccination, à 60% de la population. Et on est à près de 80%. C'est ça. Vous êtes contre le pass sanitaire, c'est pas un scoop. Depuis son apparition, Marine Le Pen, vous dites qu'en fait, il ne sert à rien, tout bonnement. Puisqu'on a le temps, c'est un peu l'intérêt de l'exercice. Expliquez-nous réellement, pourquoi, selon vous, il ne sert à rien? Mais écoutez, très simplement, parce que le vaccin n'empêchant pas, comme je l'ai dit, la transmission du virus, à partir de ce moment-là, avoir un pass sanitaire, c'est-à-dire obliger les gens à être vaccinés pour pouvoir avoir des actes de la vie quotidienne, n'empêche pas la circulation du virus, puisque être vacciné n'empêche pas d'attraper le Covid et n'empêche pas de le transmettre. C'est très simple. Voilà, donc j'avais dit d'ailleurs, soit le vaccin fonctionne et le pass sanitaire ne sert plus à rien, puisqu'on est tous vaccinés, soit le vaccin ne fonctionne pas et le pass sanitaire ne sert plus à rien. Bon, on est dans ces deux cas-là. Mais regardez la folie dans laquelle on est. Il y a un hôpital dans lequel on demande aux vaccinés, aux soignants vaccinés qui ont le Covid de travailler. En revanche, les non-vaccinés qui n'ont pas le Covid n'ont pas le droit de travailler. Non mais on marche totalement sur la tête. Oui. Savez-vous qu'on a appris il y a quelques jours que depuis septembre 2020, la CNIL, la Commission Informatique et Liberté, a demandé à plusieurs reprises au gouvernement de lui fournir des preuves concrètes de l'efficacité du pass sanitaire. Au 30 novembre dernier, la CNIL n'avait eu toujours aucune réponse. Ils ne peuvent pas lui en fournir puisqu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de preuve de l'efficacité de ce pass sanitaire. Donc, ils ne peuvent pas lui en fournir. Je voudrais maintenant qu'on prenne le temps de revenir sur le chiffrage et sur les mesures de la loi sur l'immigration que vous allez soumettre aux Français par référendum dans les semaines qui suivront votre élection, le cas échéant, bien évidemment. Comment, d'abord, vous y êtes-vous pris? Parce que le coût de l'immigration, finalement, n'a jamais été calculé, ou en tout cas n'a jamais été rendu public. Non, vous avez raison, parce que dans le coût de l'immigration, il y a ce qu'on appelle les dépenses directes, que j'ai évoquées dans une conférence de presse, et puis il y a aussi toutes les dépenses indirectes. Je vous donne un exemple d'une dépense indirecte. Il y a aujourd'hui 8000 traducteurs en France, c'est-à-dire qu'il y a autant de traducteurs que de juges.
Voilà. Et pourquoi il y a 8000 traducteurs? Parce que devant les tribunaux, il y a un nombre d'étrangers très important. Donc vous voyez bien que si on limite le nombre d'étrangers, notamment en situation clandestine, qui passent, dont une partie passe assez souvent devant les tribunaux, eh bien on a là une économie qui est une économie indirecte. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des économies directes. Pour les étrangers, pas obligatoirement d'ailleurs clandestins, également légaux. Il y a les allocations familiales. Donc sur les allocations familiales, moi je souhaite qu'elles soient réservées exclusivement aux Français. Donc évidemment, nous effectuons des économies de fait. Deuxièmement, il y a ce que j'appelle les prestations sociales. Les prestations sociales, c'est le RSA, c'est la prime d'activité. Là, concernant les étrangers en situation légale, je réclame qu'ils ne puissent avoir accès à ces prestations sociales que s'ils démontrent qu'ils ont 5 ans équivalent temps plein de travail en France. Et évidemment, ça permet, là encore, d'économiser des milliards. Il y a ainsi, comme ça, toute une série de mesures qui nous permettent d'économiser 16 milliards d'euros par an. Voilà, 80 milliards sur le quinquennat. Quand je dis 80 milliards, parce qu'en réalité, il y a aussi un certain délai que l'on va mettre en œuvre. Pour ne pas prendre les gens brutalement, du jour au lendemain. Je ne veux pas, moi, que des familles étrangères, du jour au lendemain, on leur dit bah, « vous n'avez plus de RSA, vous n'avez plus d'allocation familiale ». Je pense qu'il faut respecter quand même l'humanité de ces gens et donc les prévenir à l'avance. Je pense qu'1 an est un délai suffisant pour dire voilà, dans 1 an, voilà ce à quoi vous n'aurez plus droit. De la même manière, tu vois, je pense que quand on vient dans un pays, on ne peut pas vivre sur la solidarité de ce pays. Donc soit on travaille, et donc là, il n'y a pas de difficulté particulière, soit on ne travaille plus, et dans ces conditions, au bout d'1 an de chômage que vous avez perçu, eh bien, il faut retourner chez soi, parce que si vous ne trouvez pas de travail, c'est donc qu'il n'y a pas de travail pour vous. Comme par ailleurs, je mets en place la priorité nationale à l'emploi et au logement, eh bien, c'est autant de règles, là encore, de bon sens, qui vont permettre d'économiser et donc, parallèlement, de restituer de l'argent aux Français, parce que c'est ça, le but, c'est pas d'économiser pour économiser, c'est économiser pour pouvoir baisser la TVA sur l'énergie de 20 à 5,5, on en a déjà parlé ensemble, et rendre 12 milliards aux Français, c'est renationaliser les autoroutes, c'est remettre en place la demi-part fiscale pour les veufs et les veuves, c'est augmenter les retraites pour qu'aucune retraite et que le minimum vieillesse lui-même ne soit inférieur à 1 000 euros par mois, pour financer cette politique sociale, eh bien, il faut évidemment faire des économies. Ce sera le cas de l'immigration, ce sera le cas également sur la fraude. Vous avez répondu en 2 minutes, Marine Le Pen, aux questions de Marco de Sully-sur-Loire. Pourquoi attendre 1 an, disait-il, pour mettre en œuvre ces mesures? Il avait regardé votre conférence de presse la semaine dernière. Et à la question de Sandrine de Carry-le-Rouet, qui vous demandait où ira cet argent. Ce sont les économies, 80 milliards donc sur un quinquennat, sur 4 ans précisément, économie qui pourrait permettre, entre autres, c'est important, de réorienter cette solidarité nationale finalement, notamment vers les personnes handicapées. C'est quelque chose d'important. Vous avez annoncé vouloir ériger la question du handicap en grande cause nationale de votre quinquennat. Vous pouvez nous en dire plus? D'abord, j'inscris dans la Constitution, d'ailleurs les Français peuvent le retrouver en fait dans le référendum sur l'immigration que je vais leur faire voter. Il y a une mesure qui inscrit la discrimination en raison du handicap dans la Constitution. Car aujourd'hui, elle n'est pas dans la Constitution et je pense qu'il faut qu'elle le soit, de la même manière que je pense qu'il faut que soit inscrit dans la Constitution la discrimination à raison de l'orientation sexuelle. Donc ça, c'est une nouveauté, ça permet de donner une force importante à ce principe. Mais je pense aussi qu'il faut déconjugaliser les allocations pour les personnes handicapées. C'est quoi? Ça signifie qu'en réalité, avant, vous touchiez une allocation parce que vous êtes victime d'un handicap. Oui. Avec Emmanuel Macron, ils ont dit « Ah oui, mais si vous avez un conjoint qui gagne sa vie, à ce moment-là, vous n'aurez plus le droit
à l'allocation. Et je trouve ça scandaleux. Je dis franchement, je trouve ça scandaleux parce que c'est créer en réalité une forme de dépendance nouvelle. Donc il y a déjà quand même une dépendance quand on est victime de handicap. La vie n'est pas facile. Voilà, la vie de l'espace public n'est pas facile, les transports, ça n'est pas facile, l'accès à l'emploi, ça n'est pas facile. Et on crée une dépendance supplémentaire en disant, en réalité, vous n'avez pas votre indemnité à vous, parce que vous êtes marié. Ça, c'est vraiment scandaleux. Et je l'ai dit, je pense qu'il faut augmenter l'allocation adulte handicapé pour que rien ne soit en dessous de 1 000 € par mois. Elles ont été augmentées, il faut être honnête, elles ont été augmentées de 100 €. Il faut les augmenter encore de 100 €. C'est ce que vous demandez Kylian de Lan dans l'Aisne, toujours sur mlafrance.fr. Mon allocation adulte handicapé vient d'être revue à la baisse, dit-il, parce que je me suis marié. Ben voilà. Je me retrouve aussi dépendant aujourd'hui de ma femme, point, financièrement, point, double dépendance. Eh bien, écoutez, c'est exactement ce que j'ai analysé et je trouve ça indigne. Et Victoire de Senlis vous signale que c'est aussi ce qu'avait annoncé Emmanuel Macron, ériger la question du handicap en grande cause nationale. Il avait annoncé, vous en savez quelque chose, à la toute fin du débat d'entre-deux-tours en 2017. Victoire de Senlis termine avec 3 petits points de suspension. Vous savez ce que ça veut dire? C'est qu'a priori, selon elle, et elle est concernée, ça n'a pas abouti à grand-chose. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous savez qu'en 2021, Marine Le Pen, il y a des enfants handicapés, beaucoup d'enfants, 20 000, difficile à chiffrer, mais a priori 20 000 enfants handicapés qui sont privés d'école ou d'unités spécialisées, faute de ce qu'on appelle des accompagnants, en tout cas des accompagnants ad hoc, AESH. Vous savez ça? Oui. Est-ce que vous vous engagez? Il y a eu quelques questions qui allaient dans ce sens-là. Est-ce que vous vous engagez? 360 000 enfants sont considérés handicapés en France aujourd'hui, 20 000 privés d'école ou d'unités spécialisées. Vous vous engagez, vous, présidente, à leur trouver une école? Si dans la France du XXIe siècle, on n'est pas capable d'assurer l'école, non mais bien sûr que c'est le cas, mais c'est pas parce que c'est le cas que on doit laisser la situation en l'état. Il faut évidemment que ces enfants puissent avoir une scolarité la plus normale possible. Mais il y a beaucoup de choses à faire, vous savez, dans le domaine du handicap. On parle souvent de l'autisme, j'en reparle aujourd'hui parce que c'est un sujet, en l'occurrence, qui me touche. Mais savoir qu'il y a nombre de familles qui sont obligées d'aller en Belgique, au Canada parfois en Israël, où par ailleurs le niveau de progrès dans la pédagogie face à ces enfants autistes est bien plus avancé que nous ne le sommes en France, c'est quand même un sujet qui interpelle. Donc il faut évidemment faire le nécessaire pour pouvoir leur apporter une réponse. Mais je voudrais dire aussi que dans la vision que j'ai, c'est la vision globale du handicap que je veux avoir. Parce que souvent, d'ailleurs, les personnes qui sont victimes d'un handicap disent « mais on parle souvent des enfants autistes ». C'est vrai qu'on en parle, mais parce que c'est un sujet important, la détection n'est pas au niveau, la pédagogie n'est pas au niveau. Enfin bon, ça crée beaucoup de souffrance dans les familles, il faut en être conscient. Mais il y a aussi les adultes qui souffrent d'un handicap. Et eux aussi, ils doivent évidemment faire l'objet d'une attention particulière. Les aidants, il faut en parler aussi des aidants, ils sont nombreux. Oui, j'annoncerai d'ailleurs des mesures pour apporter une indemnisation supplémentaire aux aidants. Un soutien financier. Mais bien sûr, un soutien financier. Pourquoi? Parce que les aidants, c'est ce qui fait fonctionner notre société. Ils ne seraient pas là, nos sociétés s'écroulent. Voilà, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Donc, ils font un travail merveilleux, avec cœur, avec abnégation, mais il faut bien sûr qu'ils puissent en être dédommagés par la société, car s'il n'y avait plus d'aidants et que nous étions obligés, en réalité, de prendre en charge, au titre de la fonction publique, ce travail essentiel auprès des handicapés, eh bien, ce serait des dizaines de milliards qu'il faudrait mettre sur la table. Et grâce à Emmanuel Macron, merci beaucoup, on n'a pas de dizaines de milliards devant nous, puisqu'il a réussi à créer 500 milliards de dettes en juste 5 ans. Avant de balayer plus rapidement l'actualité de ces derniers jours, Marine Le Pen, on s'arrête un peu sur votre déplacement à Varsovie. Ces derniers jours, pourquoi vous êtes déplacé là-bas? 3 questions qui allaient dans ce sens-là sur mlafrance.fr. Ouais. Je crois que c'est important d'y revenir. Des questions qui allaient en substance dans le même sens et il y a tant de choses à faire en France. Oui, bien sûr. Mais il y a tant de choses à faire en France et il y a tant de choses à faire en Europe. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre. Vous savez, en Europe, on attend
l'élection française avec beaucoup d'intérêt. Pourquoi? Parce que notre avenir dépend de la voie que va prendre l'Europe demain. Soit on reste dans une Union européenne dont on voit qu'elle nous prive de plus en plus de notre souveraineté, c'est-à-dire de notre liberté de choix. Ça ne servira à rien dans 20 ans, si on continue comme ça et si ça s'accélère, il ne sera pas utile d'aller voter aux élections présidentielles. Le président n'aura plus aucun pouvoir. Donc il faut quand même savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut... Moi, je veux rendre leur pays aux Français. Donc rendre leur pays aux Français, ça veut dire aussi mettre un arrêt à l'Union européenne telle qu'elle se continue à se construire aujourd'hui pour lui substituer une alliance européenne des nations, c'est-à-dire des nations libres, des nations souveraines qui coopèrent entre elles. C'est exactement ce dont je suis allé parler avec M. Kaczynski du PiS polonais, avec M. Orban du Fidesz hongrois, avec M. Abascal de Vox espagnol, avec les Finlandais, avec les Autrichiens, avec les Roumains. C'est cela que nous sommes en train de construire. Et c'est absolument essentiel. Et la France est un pays fondateur de l'Union européenne. Et la France est contributeur net de l'Union européenne. C'est-à-dire que la France a une puissance pour être le moteur de ce changement qu'attendent évidemment des dizaines de millions de Français, que n'ont peut-être pas d'autres pays qui ne sont pas dans cette situation. Nous sommes attendus. Et si, encore une fois, le combat pour la France est essentiel, le combat de la France pour l'Europe est essentiel, et le rôle du coup que l'Europe pourra avoir dans le monde du fait de ce changement sera également essentiel. Donc vous êtes allé poursuivre votre travail avec plusieurs partis européens, travail engagé il y a plusieurs mois maintenant, visant à créer un grand groupe parlementaire européen, le deuxième groupe d'ailleurs parlementaire. Il tarde à voir le jour, c'est normal? Oui, c'est normal. C'est normal. C'est toujours... Plus vous mettez de nations autour de la table, plus évidemment les choses peuvent mettre un peu de temps. Il ne faut pas être impatient dans ce domaine. Moi, je me souviens, il y a quelques années, on avait eu du mal à constituer un groupe. On nous avait dit, vous n'avez pas constitué de groupe. Et puis, eh bien, 8 mois plus tard, on a constitué le groupe. Chaque chose en son temps. Moi, je préfère qu'on soit quelque chose de solide, avec des partenaires qui savent précisément ce qu'on attend de cette force politique, sur lequel on a discuté, où on a mis sur la table les priorités qui sont les nôtres, plutôt que de faire quelque chose à la va-vite qui risquerait de ne pas avoir la force que j'espère lui donner. Il s'en est passé des choses depuis notre dernier entretien. Marine Le Pen, c'était pourtant il y a un peu moins de 3 semaines maintenant. Éric Zemmour est candidat, ça y est, enfin. Il a tenu son premier meeting ce week-end à Villepinte. Et Valérie Pécresse est sortie vainqueur de la primaire Les Républicains. Il manque tout de même un candidat déclaré. Oui, bon, même si nous savons qu'il l'est déjà. Bien sûr, c'est Emmanuel Macron. Je dis déclaré parce que beaucoup, d'ailleurs sur l'ensemble de l'échiquier politique, lui reprochent finalement de faire campagne, et presque essentiellement campagne depuis déjà quelques mois, depuis le mois de septembre. Ça pose un problème, ça, ou pas? Ah bah oui, si vous voulez, il faut quand même que les Français sachent que le maximum du financement d'une campagne électorale, c'est 24 millions. Lui, il a déjà dépensé 25 milliards. Je veux dire, de cadeaux divers et variés, dont l'objectif, ça n'a échappé à personne, consiste à se constituer des clientèles ou des fidélités. C'est pas bien de faire ça. Voilà, c'est pas correct. Donc il aurait pu rester président d'ailleurs et n'être candidat qu'au mois de janvier ou au mois de février. Mais ce qui est pas bien, c'est de se servir du chéquier de Français qui ont de plus en plus de mal à payer leurs impôts pour pouvoir, encore une fois, contribuer à sa bonne image auprès d'un certain nombre de catégories de Français. C'est mal, c'est pas honnête intellectuellement. Pardon, je ne veux pas dire de gros mots, hein, mais on a le droit aussi, vous voyez, en politique, d'avoir une honnêteté intellectuelle. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est que le président n'en fait pas preuve. Mais au-delà de ça, le job d'un président n'est-il pas d'être le président de tous les Français jusqu'au dernier jour de son mandat? Mais il l'est de toute façon, même en étant candidat. Il l'est jusqu'au dernier moment. Mais je crois que la dignité impose une forme d'asset. Les quelques mois qu'il préside une élection présidentielle, précisément parce qu'il est président. Et que, somme toute, il a déjà un avantage important par rapport aux autres candidats. La démocratie, les règles démocratiques, les règles morales, allez,
j'ai lâché le mot, les règles morales voudraient qu'il ne fasse pas 25 milliards de cadeaux dans les 6 mois qui précèdent l'élection. Et pourtant, ça n'a pas l'air véritablement de le déranger. Quelques questions, ou plutôt vos réactions, Marine Le Pen, à certains faits d'actualité, peut-être anodins, peut-être pas. Pas tant que ça en tout cas, faits d'actualité de ces derniers jours. On apprend que les mairies Europe Écologie Les Verts de Grenoble et Strasbourg ont décidé de bannir le foie gras de leurs événements officiels et de leurs cantines. Écoutez, un coup c'est le sapin. Non mais, un coup c'est le sapin de Noël, un coup c'est le foie gras. On a quand même l'impression que ces Verts, ils sont absolument contre tout, quoi. Ils sont contre le Tour de France, ils sont contre les avions, ils sont contre les sapins de Noël, ils sont contre le foie gras. C'est quand même une drôle d'idéologie, je trouve, qui les porte. Hein. Bon, ils font ce qu'ils veulent, hein. Mais tant qu'on peut continuer à fêter Noël et à parler de Noël, car on parlait de l'Europe tout à l'heure. Je rappelle quand même que la Commission européenne avait sorti un lexique en nous expliquant qu'il ne fallait plus dire Noël. Et qu'un certain nombre de municipalités, d'ores et déjà en France, dans des écoles, on en a des témoignages tous les jours. Moi, j'en reçois tous les jours des mails de témoignages de parents disant, il y a des écoles où on dit, il ne faut pas dire Joyeux Noël, il faut dire Joyeuse Fête, il ne faut pas parler de Noël, il faut parler des vacances. Donc on est en train, petit à petit, de laisser ces gens nous retirer ce qui est le cœur de notre culture, le cœur de notre histoire, le cœur de ce que nous sommes. C'est très grave. On ne peut plus dire monsieur et madame. On peut plus dire toujours selon ce guide de communication interne inclusif. On n'aurait plus le droit de dire policeman. Enfin, bon, je veux dire... Ce qui est drôle, c'est qu'on n'aurait plus le droit, toujours selon oui, mais ce délire, il avance quand même. Bien sûr. Je veux dire, au début, les Français, moi j'étais un peu comme les Français. Au début, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Tout ça est une mode qui va passer. Et en réalité, on s'aperçoit que ça avance. Ça avance dans des universités, ça avance dans des cercles de pensée, ça avance dans des partis politiques. L'écriture inclusive, dont tout le monde se moquait, et à juste titre d'ailleurs, il y a encore quelques mois, eh bien, on la retrouve maintenant dans tous les tweets des Verts, dans les publications de la France Insoumise, dans les publications d'un certain nombre de municipalités. Permettez-moi de vous dire que quand je serai présidente de la République... Je n'osais même pas vous poser la question parce que je connaissais la réponse. J'interdirais absolument cette écriture inclusive qui est juste un sacrilège, une destruction programmée de notre langue. Or, je rappelle que notre langue est un élément essentiel de notre culture. Voilà, la culture, c'est pas seulement le patrimoine historique, c'est pas seulement les œuvres d'art, c'est pas seulement le talent de nos musiciens, de nos peintres, c'est aussi notre langue. Il faut la protéger avec la dernière énergie. On reparle de Noël, ça représente quoi pour vous, Marine Le Pen? Noël? Noël, d'abord, c'est une fête religieuse. Moi, je suis catholique, donc c'est pour moi un moment, peut-être le moment d'ailleurs le plus important de l'année, mais c'est aussi culturellement une fête familiale. C'est la famille, c'est la fraternité, c'est le bonheur d'être ensemble, c'est le moment où précisément on est censé oublier les difficultés, c'est le moment où on pense à ceux qui n'ont rien aussi. C'est le moment où on a cette pensée pour ceux qui demain fêteront Noël seuls parce qu'ils n'ont plus de famille, ceux qui sont atteints par la maladie, ceux qui sont loin, ceux qui travaillent ce jour-là ou cette nuit-là. Donc c'est vraiment un moment de solidarité culturelle, de solidarité nationale, qui là encore est un trésor que les Français doivent défendre et ne pas se laisser déposséder de ça aussi. On devrait très bientôt se revoir pour se souhaiter un joyeux Noël, non pas un fantastique décembre, pour reparler de cette association de commerçants de Besançon ou de joyeuses oui, mais s'ils font ça, ou fêtes de fin d'année. S'ils font ça, ces commerçants, pour être honnête, c'est probablement qu'ils ont reçu des pressions. Ah, je l'imagine. C'est probablement qu'il y a des groupes constitués qui viennent leur expliquer que c'est une agression pour je ne sais qui de marquer Joyeux Noël. Donc c'est presque un acte de résistance auquel il faut les appeler. Et nous tous, donc je veux dire, d'ici 15 jours,
tous souhaitez-vous Noël les uns les autres. Tweetez Joyeux Noël, dites Joyeux Noël, écrivez Joyeux Noël. Ne laissez pas les forces destructrices de notre culture gagner. Parce que ça commence par là. Croyez-moi, ils ont beaucoup d'autres projets derrière. Merci beaucoup Marine Le Pen. Merci à vous. À très bientôt.